Merci Thomas. Bonjour à tous. Alors on va passer 1 heure à 1 heure et demie ensemble. Moi, je suis ravi de pouvoir voilà, co-organiser ce webinaire autour de la biodiversité, qui est le sujet de l'année normalement. Alors peut-être avant de débuter, on va avoir 3 interventions. La première de Véronique Dame. Peut-être Véronique, je te laisse te présenter en 2 mots. Rapidement, alors moi, ça fait 15 ans que je travaille sur la thématique de la biodiversité des entreprises, voilà, à travers une première société que j'ai créée qui s'appelle Gondwana et une nouvelle qui s'appelle Biodivcorp aujourd'hui. Merci. Et puis nos amis de chez Pure Projet, je ne sais pas si Émile et ou Jules veulent intervenir ou se présenter rapidement. Oui, bonjour. Donc, du coup, je m'appelle Jules. Ça fait 3 ans que je travaille chez Pure Projet. Moi, je suis biologiste de formation et je suis aussi enseignant vacataire à Sorbonne Université sur les thématiques de la biodiversité. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Émile, notre développeur projet France. Émile, je peux te laisser te présenter. Merci Jules. Non, mais tout est dit. Donc, Émile Simondon, responsable des opérations France chez Pure Projet et ingénieur agronome de formation. Donc voilà, ce sera surtout Jules qui présentera aujourd'hui. Génial, merci. Émile est là pour répondre aux questions techniques s'il a besoin. Ok, bah oui, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions en parallèle. Donc, on va essayer d'enchaîner. Donc, moi, je suis aussi Timothée Kellard, donc cofondateur d'EcoDev et depuis peu de BBR Biodiversité, qu'on vous présentera par la suite. Donc, on va laisser l'introduction à Véronique, qui va finalement nous expliquer, ou en tout cas nous représenter les grandes tendances et les grands enjeux autour de la biodiversité. Et puis, on continuera dans la foulée. Vas-y Véronique, c'est bon? Merci Timothée. Parti. Donc, rebonjour à tout le monde. Oui, donc il me revient le rôle de planter un petit peu le décor avant de vous parler des solutions concrètes qui existent aujourd'hui pour préserver et restaurer les écosystèmes. C'est toujours bien de se dire pourquoi il faut le faire et de planter un petit peu le décor pour voir quelle est la situation de la biodiversité aujourd'hui. Bon, je me suis présentée rapidement. Donc, comme je le disais, ça fait maintenant 15 ans que j'accompagne les entreprises sur ces thématiques. Alors, c'est l'année, effectivement, tant attendue de la biodiversité. On va beaucoup en parler, mais c'est toujours bien, effectivement, d'avoir un petit peu en tête la situation à laquelle on doit faire face aujourd'hui. On peut dire qu'elle est assez inquiétante, voire un peu catastrophique, hein. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'on est confronté à ce qu'on appelle une érosion massive de la biodiversité. Les scientifiques nous parlent de la 6e grande extinction. Et on a eu, il y a à peu près 2 ans maintenant, un événement important qui s'est tenu à Paris, qui était la plénière de l'IPBES. Pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme intergouvernementale, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité et qui a vraiment posé le constat de dire que c'était environ 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées de disparition dans une échelle de temps très très proche. Donc 1 million d'espèces animales et végétales, c'est environ une espèce sur 2 aujourd'hui. Donc c'est pour vous donner une idée de la situation dans laquelle on est. Donc ça touche à peu près toutes les espèces, hein, les amphibiens, les mammifères, les oiseaux. Malheureusement, personne n'y échappe aujourd'hui. Alors, c'est toujours bien de le savoir aussi. On parle beaucoup du climat. Et d'ailleurs, la biodiversité a, on peut dire, beaucoup souffert de la prédominance du sujet du climat, à la fois dans les médias, dans les discours politiques, dans les discours économiques. Mais en fait, la situation est bien pire. La situation de la biodiversité est bien pire aujourd'hui que celle du climat. Puisque comme vous pouvez le voir sur ce schéma, on est déjà largement passé dans la zone rouge, hein, parce qu'on considère aujourd'hui que la limite planétaire de la biodiversité, donc ça signifie en fait un état où l'intégralité fonctionnelle est assurée, qui est à 72%. Déjà depuis 2010, on est passé en dessous. Et que si on continue à ce rythme-là, on va effectivement être confronté à de sérieux problèmes. Si on regarde au niveau de la France, donc les chiffres de l'IPBES, c'est au niveau mondial. Malheureusement, la France qui a, on va dire, un rôle important en termes de biodiversité, parce qu'il y a une vraie richesse, malheureusement, elle aussi est confrontée à une érosion assez catastrophique de sa biodiversité. C'est pratiquement une espèce sur 5 qui est menacée aujourd'hui. On occupe ce triste 5e rang européen au niveau des espèces en voie de disparition. Et vous avez tous entendu parler ou lu
régulièrement des articles très alarmants sur des oiseaux, des insectes dont les populations chutent à vitesse vertigineuse. Même chose, toutes les espèces sont menacées en France, que ce soit en métropole et bien évidemment en Outre-mer, où on trouve des hotspots de biodiversité, mais qui sont aujourd'hui fortement menacés. Si on se focalise sur l'environnement terrestre en France, le constat il est le même. C'est l'ONB, qui est l'Office national de la biodiversité, qui a sorti des indicateurs récemment où on voit que seulement 20% des habitats remarquables, des habitats terrestres remarquables aujourd'hui sont en bon état. 18% pour les habitats forestiers, 6% pour les habitats humides. Il y a une quinzaine de jours, c'était la journée des zones humides. Donc la France n'échappe malheureusement pas effectivement à toutes ces mauvaises nouvelles. Et si on regarde, on va dire dans nos campagnes, c'est la même chose. Ces fameuses prairies, qui sont effectivement des habitats très importants pour un certain nombre d'espèces, pour une fonctionnalité écologique, sont aujourd'hui effectivement le premier milieu qui est détruit en raison de l'artificialisation des modes d'agriculture intensive. Même chose pour les habitats agricoles dont font partie les prairies. Aujourd'hui, ce sont effectivement les premières victimes de l'urbanisation à laquelle on est confronté. Alors, je pose toujours cette question parce qu'on me la pose encore aujourd'hui. Finalement, est-ce que c'est grave et pourquoi protéger la biodiversité? On peut se poser cette question. La réponse, en fait, on la trouve très vite. C'est parce que nos activités, nos vies sont totalement liées à un certain nombre de services que nous procure la nature. Je ne vais pas tous les passer en détail, mais l'alimentation, le fait d'avoir une eau de qualité, d'avoir une régulation du climat, qui est de plus en plus effectivement mise à mal aujourd'hui. Bref, tous ces services sont indispensables à nos activités, à notre vie au quotidien. Malheureusement, 70% sont déjà dans un état fortement dégradé. Si on prend l'exemple de la forêt, on trouve derrière la forêt énormément de services écologiques qui en fait bénéficient à plein d'acteurs, que ce soit des agriculteurs, des industriels, et puis surtout nous, quand on va effectivement se ressourcer en forêt. Pour faire vraiment prendre conscience à la fois aux politiques, aux gouvernants et aussi au monde économique de l'importance de cette notion de service écologique, certains économistes se sont penchés dessus et ont commencé à les quantifier. Je prends souvent l'exemple du ver de terre irlandais, c'est le ministère de l'Agriculture irlandais, il y a quelques années, qui commençait effectivement à prendre conscience de problèmes de fertilité des sols et qui a lancé une étude pour mesurer la contribution du ver de terre dans l'aération des sols, dans la fertilisation des sols, et qui a sorti ce chiffre de 700 millions d'euros de contribution du ver de terre à l'agriculture irlandaise. La même chose a été faite sur les services apportés par tous les pollinisateurs sauvages. Donc, c'est simplement pour bien comprendre le poids économique que représentent aujourd'hui tous ces services dont on ne se préoccupe pas tellement, parce que beaucoup, effectivement, sont quasiment invisibles. Et pourtant, une étude de l'OCDE a révélé que la valeur totale, la valeur économique de tous ces services représente aujourd'hui le double du PIB mondial. Alors, comme effectivement, il y a derrière toute cette nature, énormément de services, l'érosion de la biodiversité, c'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour nous. Alors, des conséquences économiques, quand on voit effectivement le poids que ça représente dans le PIB, ça veut dire qu'au train où vont les choses, si on ne fait rien, c'est quasiment 7% du PIB mondial qui peut effectivement être touché par l'érosion de la biodiversité, avec derrière des secteurs économiques fortement impactés comme l'agriculture, la pêche, le tourisme, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On a des conséquences sociales, on en entend beaucoup parler et on fait de plus en plus le lien avec la biodiversité. Effectivement, ça pose de réels problèmes dans certaines parties du monde sur la sécurité alimentaire, sur les accès aux ressources, sur les catastrophes naturelles. Donc tout ça, effectivement, est déjà largement présent aujourd'hui.
et j'ai envie de parler aussi des conséquences sanitaires. On y est confronté dans la vraie vie depuis maintenant 1 an. Et il est toujours bon de rappeler, on voit beaucoup aujourd'hui d'études qui viennent effectivement alimenter ce constat que l'érosion de la biodiversité accélère considérablement la propagation de certains virus et de bactéries. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui que ce ne sont plus uniquement les scientifiques qui insistent là-dessus, mais ce sont des infectiologues, des épidémiologistes. Donc, on voit aujourd'hui effectivement une prise de conscience autour de la biodiversité qui n'est pas uniquement d'ordre écologique, mais qui est d'ordre économique et sanitaire. Ce qui, en soi, on va dire, est une bonne nouvelle, si on peut dire, puisque c'est d'autres acteurs qui aujourd'hui viennent se joindre aux scientifiques, aux ONG qui, depuis des dizaines d'années, alertent effectivement sur les conséquences de l'érosion de la biodiversité. Alors, quels sont les liens avec les entreprises? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser de manière légitime par rapport à ce que je disais tout à l'heure. En fait, derrière la biodiversité et derrière les entreprises, on va trouver des dépendances et des impacts directs et indirects. Les dépendances, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement tous ces services dont on bénéficie, la pollinisation, des ressources comme le bois, dont on profite tous les jours et qui sont indispensables à certaines activités économiques. Et d'un autre côté, les activités économiques exercent énormément de pression directe ou indirecte sur les milieux. Ces pressions, c'est l'IPBES, pareil, qui les a classées, c'est les changements d'usage des sols, ce sont l'épuisement de ressources naturelles, ce sont des pollutions, c'est le changement climatique et c'est aussi la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Donc derrière tout ça, on trouve les entreprises. Alors si on fait des focus sur des pressions qui sont effectivement aujourd'hui fortement pointées du doigt dans l'érosion de la biodiversité, il y en a une dont on parle beaucoup en France depuis quelques mois, c'est le phénomène d'artificialisation du territoire, puisqu'on considère aujourd'hui que c'est pratiquement un département qui disparaît tous les 7 ans. Donc le gouvernement français s'est sérieusement penché sur la question avec un objectif de zéro artificialisation nette. Et ça a des conséquences aussi pour les acteurs de l'aménagement. On le voit aujourd'hui, hein, c'est effectivement des données qu'ils prennent en compte dans leurs activités, avec plusieurs objectifs. Hein. Alors, le principal étant de freiner, voire de stopper ce phénomène d'artificialisation du territoire. Donc, on voit des acteurs comme, j'en ai mis quelques-uns, mais bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais un acteur comme Eiffage, par exemple, dans son plan, dans sa feuille de route biodiversité, a bien intégré aujourd'hui cet objectif de zéro artificialisation nette. On voit également des acteurs de ces grands parcs logistiques qui sont effectivement souvent pointés du doigt quand on parle d'artificialisation du territoire, de destruction d'habitats naturels, qui aujourd'hui intègrent de plus en plus la biodiversité dans l'aménagement de leurs parcs. Donc, c'est effectivement un enjeu assez important pour ces acteurs. Si on regarde un autre phénomène dont on entend beaucoup parler, qui est effectivement l'effondrement des populations d'insectes pollinisateurs, on voit aujourd'hui des réponses de la part de l'industrie agroalimentaire qui est très liée effectivement à ce sujet. Même chose, là ce sont quelques exemples que l'on va trouver auprès de grands acteurs de l'industrie agroalimentaire qui aujourd'hui essayent de trouver des solutions pour produire autrement. L'idée étant effectivement de gérer durablement les ressources naturelles dont ils ont besoin. Et ça les conduit aujourd'hui à discuter et à accompagner les agriculteurs pour mettre en place des pratiques un peu plus respectueuses de la biodiversité. Donc, en conclusion, avant de passer la parole et de regarder comment concrètement sur le terrain on peut aujourd'hui préserver et restaurer les écosystèmes, pour une entreprise, la question qui est souvent demandée, c'est pourquoi je dois le faire. Il y en a plein. Alors, la première, effectivement, c'est souvent celle qui arrive en premier. C'est bien évidemment, c'est répondre au nouveau cadre réglementaire. Bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais là aussi, effectivement, les choses se sont structurées, se sont un petit peu durcies pour un certain nombre d'activités, notamment en termes d'aménagement. C'est aussi
et on le voit pour des activités comme l'agroalimentaire, comme la cosmétique, c'est une manière aujourd'hui très sérieusement de sécuriser ses approvisionnements. C'est aussi une manière de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, parce que les marques, les entreprises sont aujourd'hui de plus en plus challengées sur des consommateurs qui demandent des preuves sur les impacts éventuels ou les impacts évités dans la manière dont les produits sont fabriqués. Très important aussi, ça c'est nouveau, c'est une manière de rassurer les investisseurs. Les investisseurs, depuis quelque temps, sont très regardants sur le carbone. Ils sont aujourd'hui de plus en plus regardants sur la biodiversité. Et puis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est aussi important, c'est une manière de préserver notre santé. Donc, il y a des solutions qui existent. Alors, la première, bien évidemment, pour une entreprise, c'est de connaître ses impacts et puis de les réduire. On n'en parlera pas aujourd'hui parce qu'il y a aujourd'hui voilà, beaucoup d'outils qui sont développés pour aider les entreprises à connaître et à réduire leurs empreintes sur la biodiversité. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment la première étape. Mais après, sur le terrain, il y a effectivement des solutions qui permettent aujourd'hui aux entreprises de participer à la préservation et la restauration des écosystèmes. Donc, je passe immédiatement la parole à Timothée. Merci. Merci Véronique. J'en profite là le temps de faire le transfert d'écran. Il y a quelques questions. Alors, comme tu as tenu les délais largement et haut la main, il y en a une, c'est mais qui donne les permis de construire? Alors, ça me permet de jouer la montre. Qui donne les permis de construire, c'est les collectivités locales, essentiellement. Mais les collectivités locales, beaucoup aujourd'hui ont également intégré la biodiversité dans l'aménagement du territoire, que ce soit des grandes métropoles, mais également de plus en plus à des échelles beaucoup plus locales. Pour délivrer ces fameux permis de construire, elles demandent aujourd'hui des gages de plus en plus importants auprès des aménageurs sur la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'elles vont demander? C'est en premier lieu, et j'ai envie de dire, c'est de respecter la loi, c'est de tout mettre en œuvre pour éviter de porter atteinte aux écosystèmes. Deux, s'il y a des impacts résiduels, c'est de tout mettre en œuvre pour réduire ces impacts. Et malheureusement, j'ai envie de dire, la troisième étape, c'est de compenser. Voilà. Après, il y a aussi ce qu'on appelle des mesures additionnelles. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des aménageurs, des acteurs de l'immobilier qui décident d'aller au-delà des obligations réglementaires et qui se disent comment moi je peux contribuer positivement à la biodiversité. Et c'est possible de le faire, notamment quand on construit aujourd'hui dans des villes ou sur des secteurs qui ont été fortement dégradés. J'ai envie de dire, où malheureusement, il n'y a plus beaucoup de vivants. Il y a un véritable défi aujourd'hui pour contribuer à régénérer effectivement ces espaces, à remettre un peu de vivant dans les villes, ou en tout cas dans les espaces où la vie a totalement disparu. Donc voilà, mais voilà, pour répondre à la question, en tout cas, ce sont les collectivités locales qui ont la main sur ces sujets aujourd'hui. Et avant de prendre la main, là, je vais t'en poser une deuxième. Pour des entreprises qui n'ont pas, entre guillemets, d'impact sur la biodiversité, entre parenthèses, comme le tertiaire. Ça n'existe pas, les entreprises qui n'ont pas d'impact sur la biodiversité. Alors oui, il y en a qui vont avoir des impacts plus évidents, plus importants. Si je suis dans l'industrie agroalimentaire, mon impact, effectivement, c'est mes approvisionnements. Si je suis dans l'industrie chimique, mes impacts vont être effectivement peut-être dans les émissions que je vais rejeter. Mais alors le tertiaire, voilà, on va se dire, je ne suis pas un gros pollueur, mais je vais prendre l'exemple du secteur de la banque. On est dans le tertiaire. Une banque, à travers les investissements qu'elle va réaliser, indirectement, voire même directement, elle peut participer à la dégradation de la biodiversité en finançant des projets qui vont avoir des impacts assez importants sur la biodiversité. Inversement, elle peut avoir une contribution positive en imposant un certain nombre de critères aujourd'hui dans ses décisions d'investissement. Voilà, c'est la même chose pour l'assurance. Donc, voilà, moi, je le dis très clairement, ça n'existe pas aujourd'hui une activité qui n'a pas d'impact sur la biodiversité, même si certaines ont des impacts beaucoup plus physiques et beaucoup plus visibles.
Oui, bah, on peut illustrer simplement tertiaire égale généralement bureau. Donc, ces bureaux sont faits avec des matériaux qui elles-mêmes peuvent avoir un impact en termes d'extraction sur la biodiversité. Et puis, par exemple, nos ordinateurs ont un certain nombre de matériaux aussi qui sont issus de notre nature et qui coûtent cher d'ailleurs à les récupérer. Alors, on va passer à la suite. Alors, il y a une autre question, mais on peut répondre peut-être rapidement. Ces efforts de grosses entreprises, agroaménagement, est-ce qu'elle vous semble suffisant pour répondre aux enjeux? On peut dire que si on est là et qu'on œuvre sur ces sujets, c'est qu'a priori, on estime que non. Non, 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 non. J'ai envie de dire, c'est un début. Il y a différents stades. Je le disais tout à l'heure. Ce qu'on va demander en priorité quand même à ces entreprises, c'est de respecter la loi et de tout mettre en œuvre pour éviter, voire réduire leur pression sur la biodiversité. Donc, ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, mais il existe des outils aujourd'hui, des méthodologies qui permettent aux entreprises de bien appréhender les interactions, les liens qu'elles ont avec la biodiversité, les pressions, et ensuite de mettre en œuvre des actions qui concrètement vont réduire. Donc la première chose, c'est de réduire. Après, certaines entreprises ont déjà effectivement engagé des mesures. Je parlais tout à l'heure de mesures additionnelles, voilà, qui vont au-delà finalement de leurs impacts réels sur la biodiversité. Donc, on ne peut qu'encourager aujourd'hui toutes les entreprises, à se poser la question de savoir quelles sont mes interactions avec la biodiversité, quelles sont mes pressions, pour immédiatement les réduire. Ça, je veux dire, c'est obligatoire, c'est ce qu'on leur demande absolument. Et ensuite, voilà, de réfléchir et de voir comment, et ça c'est souvent dessiné dans le cadre de leur stratégie RSE, comment je peux être un contributeur positif à la biodiversité, parce que on le voit aujourd'hui, il y a un lien évident entre les activités économiques et la biodiversité. Donc, il y a une responsabilité collective aujourd'hui du monde économique à soutenir et à régénérer la biodiversité. Merci. Alors, merci pour le tour d'horizon assez exhaustif de nos enjeux associés à la biodiversité. Donc, maintenant, je vais prendre la main un quart d'heure, je pense. Je vais tenir les délais. Bon, avant tout, ça fait donc moi j'ai cofondé il y a 10 ans, enfin même presque 12 ans maintenant EcoDev, et ça fait donc du coup depuis 2009. Donc j'ai refait cet exercice de nostalgique, de regarder un peu dans le rétroviseur, et finalement, bah, en 2009, je vais juste prendre 3 dates, mais en 2009, on était déjà très, très acteurs de ces thématiques, mais indirectement par le collectif Pur Projet. Donc voilà, qui prendra la parole par la suite. Mais donc on est assez content de se dire que 12 ans après, on continue l'aventure ensemble sur des sujets d'agroforesterie, de compensation et de plantation de manière générale. Je peux m'arrêter après à une autre date, 2014, puisque c'est celle où finalement avec Véronique, on avait monté une offre sur les sujets des offres audit, on va dire, pour les entreprises principalement ou les gros sites industriels de biodiversité in situ, pour aider justement ces établissements et ces sites à avoir une approche plus cohérente sur les impacts et les actions de biodiversité. Et puis, on a l'année dernière profité des périodes de confinement à l'issue d'une démarche, on va dire, et de réflexion avec Véronique et donc Arnaud Montebourg, qui est venu à nous pour travailler sur un sujet lié donc à la biodiversité que je vais présenter tout de suite. Donc voilà, entre-temps, on a fait des superbes rencontres. Je peux citer François Lasserre sur le sujet des pollinisateurs ou Maxime de Rostelan sur le sujet d'agriculture de manière générale. Donc, grande chance. Alors, la jeunesse de BBR Biodiversité, qui est le sujet du jour. Donc, finalement, il y a un peu plus d'un an, j'ai été convié par la jeune chambre de commerce de la Mayenne. Alors, à l'époque, effectivement, et je suis encore à la limite, mais il faisait intervenir un certain nombre de jeunes, donc de moins de 40 ans, qui faisaient un peu bouger les lignes sur ces thématiques sociétales. Et donc, du coup, ils m'ont proposé de faire une conférence sur le sujet de la biodiversité, donc sujet de cœur chez EcoDev. On s'est retrouvé du coup dans un amphithéâtre avec 300 personnes à faire une table ronde autour de l'apiculture, la pollinisation, l'agriculture, avec des profils assez différents, apiculteurs bio et puis agriculteurs assez on va dire, traditionnels dans ces pratiques. Donc voilà, et on s'est retrouvé. Alors moi, j'étais assez dubitatif pour être très transparent au départ sur ce type de format et d'échange. Et puis finalement, c'était extrêmement enrichissant. Et puis avec donc Arnaud Montebourg, donc notre ancien ministre, on a eu cette volonté finalement et cette vision de pouvoir travailler sur des sujets assez terre à terre et avec une réflexion quand même très locale. Connaissait son penchant sur le Made in France.
Et puis, du coup, on a voulu lancer une démarche avec aussi des expertises complémentaires, d'où l'arrivée aussi de Véronique dans ce projet. Donc, je vais présenter maintenant la réflexion. Bon, je ne vais pas revenir sur le parcours de Arnaud Montebourg, mais vous avez probablement vu ou entendu dire qu'il avait monté une activité autour du miel en France. Donc, en fait, ce sujet de pollinisation, d'apiculture et d'abeilles domestiques, c'est quelque chose qu'il a finalement pas mal travaillé ces derniers mois, dernières années. Et donc ça, c'était un point important, c'était d'être d'accord sur l'état des lieux, c'est-à-dire implanter des ruches sur des toits, terrasses, jardins. Ça peut être un bon outil pédagogique, ça peut être un bon outil pour avoir une entrée en matière sur le monde de la biodiversité. Mais les insectes et les abeilles, finalement, c'est un monde infini. En France, on a à peu près 1000 abeilles différentes, dont les quelques espèces domestiquées, mais on va dire que la grande majorité, c'est des pollinisateurs solitaires qui vont avoir un rôle, on va dire, assez ingrat, parce que très fastidieux. Et puis, tout ça, c'est finalement dans un contexte, enfin, en tout cas, toutes ces espèces d'abeilles sont dans un contexte qu'on peut appeler les insectes pollinisateurs, et c'est 300 000 espèces à peu près dans le monde, 10 000 en France, donc on voit que c'est quasi infini. Et c'est ces insectes, finalement, qui sont responsables de près de 80% de la pollinisation, donc la reproduction des plantes mellifères qui font des fruits et légumes pour beaucoup, ce qui représente à peu près un tiers de notre alimentation de fruits et légumes aujourd'hui. Et donc ce travail est complètement gratuit, fait par nos insectes. On a tous en tête, je le rappelle, mais aussi des liens assez étroits entre ces espèces. On peut prendre l'orchidée, certaines orchidées, par exemple, qui font la vanille, qui vont avoir une dépendance assez forte avec des abeilles, les mélipones en l'occurrence, qui sont du coup exclusives. Donc si vous importez, comme ça a été le cas, cette plante dans d'autres continents, d'autres pays, et que vous avez oublié l'insecte qui va avec pour la polliniser, vous êtes en train de faire ce qu'on fait, 80% de la vanille est pollinisée à la main par l'homme. Et on a exactement le même exercice pour les amandes en Californie ou pour des fraises dans d'autres pays. Donc on voit que ce service essentiel finalement à notre alimentation et à l'esthétisme aussi de nos prairies et de nos campagnes de manière générale et de nos arbres sont en train d'être dégradés. Je reprends les chiffres que effectivement Véronique a précisé, mais près de 80% des insectes volants ont disparu en 30 ans, et puis vous avez finalement une dégradation de ces services et de cette biodiversité. En parallèle, et on l'a vu aussi, vous avez des millions d'hectares de terrains qui sont aujourd'hui sous-valorisés, dégradés, abîmés et qui sont peu utilisés. Alors, on a vu ça au printemps dernier lorsqu'on était tous confinés. La nature a repris ses droits. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de requins dans le port de Sète ou de biches ou de chevreuils dans certaines villes ou de renards qui revenaient. Enfin, voilà, on voit que cette nature a repris un peu de ses droits à cette période, et on a aussi surtout constaté, en tout cas sur le sujet de l'apiculture et des pollinisateurs, que le printemps où les tontes n'avaient peu ou pas lieu, puisqu'on était confinés, a permis à un certain nombre de fleurs de fleurir, et du coup, on a eu une année assez exceptionnelle pour les pollinisateurs et les abeilles de manière générale, au-delà du fait que le printemps était aussi très, très agréable en termes de météo pour ces insectes. Mais donc voilà, donc notre vision, ça a été de se dire comment on peut partir de cette base, qui est un point commun, les insectes pollinisateurs, pour pouvoir régénérer notre biodiversité. Et ça passe bien évidemment par refleurir, alors on a une baseline, c'est refleurir la France pour régénérer la biodiversité, mais l'idée de refleurir la France, c'est clairement de pouvoir remettre finalement du pollen, des acides aminés, du nectar à ces insectes divers et variés qui vont eux-mêmes faire par exemple des larves, qui vont eux-mêmes nourrir des oiseaux. Et les oiseaux vont potentiellement être aussi source de nourriture pour des mammifères. Enfin, vous avez compris le raisonnement. L'idée, c'est de recréer une chaîne assez globale pour revaloriser ces sujets et régénérer cette biodiversité. Donc, nos arbres et nos plantes mellifères apportent un certain nombre d'avantages, enfin, en tout cas d'apports, des apports nutritifs, je les ai présentés. Donc, on a un vrai sujet aussi de disparité de période d'alimentation pour ces insectes. Ça contribue à nos fonctionnements, au bon fonctionnement des écosystèmes. On reviendra, et puis le projet pourra témoigner effectivement sur le sujet de l'arbre, en tout cas, qui est clairement leur sujet de prédilection depuis plus de 10 ans. Donc, ça va servir d'habitat, de nourriture, d'outils de filtration, de dépolluants, etc. On va aussi identifier dans cette réflexion les meilleures semences. On a un vrai sujet de semences Made in France, si je simplifie, je reprends les propos de Arnaud Montebourg, mais
on a un vrai sujet de filière en fait associé. Aujourd'hui, vous avez des polémiques sur les coquelicots qui viennent des pays de l'Est ou certaines plantes qui sont invasives parce qu'on les a mis sans trop savoir quelles étaient les conséquences et pas adaptées à notre territoire. Enfin, voilà. Je ne vais pas revenir sur ces points non plus, mais c'est important d'avoir finalement un ciblage assez spécifique sur ces filières. On va implanter des aménagements complémentaires pour favoriser cette biodiversité, puisque du coup, on a vu que par exemple, c'était la crise du logement pour beaucoup d'insectes et d'animaux. Donc, en fait, il va falloir les aider à réavoir un certain nombre de logements. Et on veut optimiser donc un impact positif sur la biodiversité et permettre de valoriser cet engagement à la fois avec les parties prenantes locales, et aussi un certain nombre de parties prenantes, on va dire opérationnelles, que ce soit d'ailleurs pour la valorisation ou pour la démarche. Alors la démarche, bon, je ne vais pas revenir là sur ces éléments, mais donc on veut bien évidemment aider les acteurs locaux, travailler sur les filières et créer des zones aussi spécifiques, on va dire, qui peuvent être des zones d'expérimentation scientifique, parce qu'on manque de données sur un certain nombre de ces sujets. Alors, la méthodologie de BBR Biodiversité, elle est assez simple et ça va vous paraître assez évident, mais finalement, on s'est aperçu que sur le terrain, rarement étaient, on va dire, les acteurs qui le faisaient de manière extrêmement aboutie. Donc, on part du principe qu'il faut analyser le contexte et les données existantes. Ça sert à rien de réinventer et de recréer des supports, des études sur lesquelles on a déjà des données. Donc là, on a les collectivités, territoires divers et variés qui sont assez acteurs. On a ensuite un état des lieux à faire. Donc, on peut récupérer des études écologiques, des études d'impact ou les compléter en fonction du contexte. Mais dans beaucoup de zones qui sont les anciennes bases militaires ou des anciens centres d'enfouissement, des zones qui vont recevoir des panneaux solaires, enfin voilà, les sites dégradés qu'on cible, vont avoir généralement ces documents. Et donc, ça va nous permettre de comprendre réellement l'environnement et le contexte. On passe à l'étape 2. Une fois qu'on a fait ça, on peut compléter ces études par des données complémentaires, donc des études complémentaires. Exemple, identification de la qualité, on va dire, ou des potentiels agronomique du sol, donc connaître la qualité des sols, faire une visite pédoclimatique pour connaître un peu mieux les orientations, les prises au vent, voilà, un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément écrites dans ces rapports, mais qui sont essentielles. Et moi, je suis assez surpris, Véronique également, et je pense que chez Pure Projet également, mais souvent le manque d'informations sur la qualité des sols, par exemple, pour pouvoir choisir tout simplement la bonne palette végétale, celle qui est adaptée. On a des exemples assez flagrants de projets où vous avez 3, 4, 5 espèces de plantes qui vont être mises pour faire une prairie, donc c'est-à-dire une quantité assez infime par rapport à ce qu'il faudrait faire, et en plus avec une partie de ces plantes qui ne sont pas adaptées au sol, identifiées localement. Donc, allez savoir pourquoi. En tout cas, on voit que là, il y a un manque. Donc, on peut aussi faire des analyses complémentaires sur les pollinisateurs. Par exemple, dans les études d'impact, vous n'avez pas le sujet des pollinisateurs qui est par défaut intégré. Alors, certains le font, heureusement, mais beaucoup l'oublient, alors qu'on peut imaginer que les pollinisateurs, c'est probablement une des bases et un des maillons essentiels de ces prairies, de ces champs et de ces, on va dire, contrées de manière générale ou forêts qui vont se reproduire. L'étape 3, c'est de croiser les deux données précédentes, les deux étapes précédentes, pour justement, une fois qu'on les a croisées, avoir des critères qui nous permettent de définir la bonne palette végétale adaptée au contexte. Ça peut paraître évident, mais finalement, on s'aperçoit que c'est un vrai déficit aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est là où on va vraiment se concentrer à trouver les bonnes espèces complémentaires, à la fois pour permettre, par exemple, à nos pollinisateurs d'avoir une nourriture équilibrée de mars à octobre, par exemple, mais aussi peut-être répondre à des enjeux locaux, rétention d'eau, filtration, dépollution. Et donc, on propose ensuite des aménagements complémentaires, des nichoirs, par exemple, pour les insectes, les oiseaux. Ça peut être des petits habitats pour les mammifères. Si vous avez des sites clôturés, d'expliquer que faire un passage de 10 cm sur 10 cm, ça va permettre aux renards de passer et de leur laisser leur capacité à se mouvoir la nuit, par exemple. Voilà. Donc, on va travailler sur ces réflexions pour après prioriser donc les actions de mesures écologiques, on va dire, que ce soit restauration ou idéalement de régénération. L'étape 4, donc, c'est le déploiement. Donc là, on va identifier un certain nombre d'acteurs sur le territoire pour pouvoir justement construire ces projets, à la fois sur les sujets de filière, d'approvisionnement, donc autant que possible le plus local, le plus adapté. Et puis, on va définir une feuille de route opérationnelle avec les entreprises ou les établissements ou les propriétaires de terrain qui le souhaitent pour avoir un accompagnement à la fois opérationnel et un suivi avec des indicateurs pour pouvoir finalement s'assurer que le cahier des charges et l'idée de départ soient respectés. Et c'est là où on voit que dans le monde de l'aménagement, vous avez
potentiellement un architecte, une vision, et puis après des AMO ou des opérateurs, des maîtres d'œuvre et des fournisseurs. Et puis au dernier du dernier, vous avez souvent le paysagiste qui vient quand on peut, quand il peut, et quand on a fini à peu près les étapes précédentes, et on lui demande de planter. Et donc, c'est souvent un peu la dernière roue du carrosse sur les projets d'aménagement. Ça change heureusement dans l'urbanisme, mais on part quand même d'assez loin. Et c'est là où finalement on va dire œuvrer. Et on a déjà commencé avec un certain nombre de sites, type des fermes solaires ou fermes photovoltaïques, sur lesquelles on a des vrais enjeux de surface, sur lesquels il faut occuper en dessous de ces panneaux d'espèces adaptées pour régénérer plutôt que d'avoir une terre pauvre. Donc voilà. Et on a des compléments par la suite, donc on aurait pu mettre des options, mais c'est d'aider finalement à la fois à mettre en œuvre cette stratégie après de valorisation, de communication, de pédagogie, donc expliquer pourquoi, comment, puisque comprendre, c'est déjà la première base des changements de comportement. Si on n'est pas au courant, c'est compliqué de changer, mais si on commence à comprendre la raison, et puis derrière, ça permet de valoriser, de définir une réelle politique, alors à la fois d'ancrage territorial par exemple, mais de valorisation. On peut faire des demandes de subventions, répondre à des appels d'offres de manière plus pertinente. Enfin, voilà, on a un certain nombre d'opportunités aujourd'hui autour de ces thématiques qui n'existaient pas ou peu il y a peut-être une dizaine d'années, mais aujourd'hui, que ce soit au niveau régional, national ou européen, vous avez en plus des subventions assez intéressantes à valoriser pour pouvoir arriver à faire cette action. Donc voilà, si je résume, on a une phase au départ quand même de cadrage, de collecte et d'exploitation de données qui permet de définir une feuille de route. Ça, c'est la partie étude, pré-étude et définition des actions. Puis après, il y a le déploiement. Et le déploiement, c'est tout un art finalement d'arriver à trouver les bonnes personnes au bon endroit, en capacité d'eux. Et donc, ça me permet de faire la transition avec Pure Projet, puisque quand on parle d'action et de déploiement concret, on peut quand même avoir en tête un certain nombre d'acteurs, dont Pure Projet, qui est opérateur sur ces thématiques de plantation, plutôt agroforestière historiquement, mais qui va nous présenter sa nouvelle initiative. Donc, je vais te laisser la main, Jules, si c'est bon pour toi. J'arrête le partage. Ouais, je vais essayer de partager le mien du coup. En attendant, je n'avais pas sous la main les questions, mais peut-être que ça a amené des questions et je vais te laisser. Tu veux y répondre en direct aux questions ou je Le temps que tu mettes le slide, je vais voir s'il y a des questions simples. Oui, Timothée, il y a une question, alors, tu as en partie répondu sur une étude écologique ne traite-t-elle pas de tous les sujets Est-ce que tu veux y répondre? Oui, tu pourras peut-être compléter, mais effectivement, quand on voit les études d'impact ou certaines études écologiques, on a des inventaires, on a potentiellement effectivement une analyse du territoire, mais on voit qu'il y a des trous dans la raquette, quoi. C'est-à-dire que si on prend le sujet des pollinisateurs, rares sont les études d'impact intégrant le sujet des pollinisateurs, Oui. qui est un sujet très complexe, parce que trouver un entomologiste compétent pour faire ce travail, il n'y en a pas non plus des milliers en France. Il y a aussi le sujet, vas-y, je t'entends peut-être. Je confirme effectivement, pour avoir lu des quantités d'études d'impact, souvent je suis étonnée de voir que le volet entomologie est très, très petit par rapport au reste. Alors, pour une raison assez simple, malheureusement, c'est que, et notamment c'est le cas sur les abeilles, c'est qu'ils n'ont pas de statut de protection. Donc, en fait, l'étude d'impact, c'est une étude réglementaire qui va effectivement se concentrer sur tout ce qui répond à la loi. Et donc, c'est pour cette raison qu'un certain nombre d'insectes pollinisateurs ne sont pas du tout effectivement traités comme ils devraient l'être dans ces études. Ouais. Alors, il y a une question qui m'intéresse, et après je te laisserai la main, Jules, mais sur le sujet de la mesure d'impact des entreprises sur la biodiversité. Donc, il y a des outils. Effectivement, il y a déjà des éléments de réponse là, dans la conversation, mais effectivement, il y a la CDC Biodiversité qui a sorti des outils. Il y avait aussi des ONG qui ont sorti des outils. Enfin, il commence à y avoir beaucoup de choses. Il y a une norme aussi qui vient d'arriver sur le sujet de la biodiversité. Je pense que cette année, on va aussi avoir d'autres activités on va dire complémentaires, avec des labels qui arrivent sur cette thématique. Donc, voilà, ça se structure. C'est loin d'être parfait encore. Véronique, pour en témoigner, tu les scannes tous et tu les audites tous dès qu'ils sont sortis. Mais donc, voilà, effectivement, enfin, si ça vous intéresse, on pourra vous lister de manière plus exhaustive ces outils. Voilà. Jules, c'est bon? Ouais, il y a également Solagro qui fait un outil qui s'appelle Diagnostic Action Biodiversité, qui est assez adapté aux industriels et qui est développé par l'Europe et qui a l'air de bien fonctionner. Après, je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé. Oui, en fait, c'est souvent des outils qui sont assez jeunes et assez peu utilisés. Donc, voilà,
On part du principe qu'il y en a plein. Peut-être que le meilleur outil, c'est un peu l'utilisation de tous ces outils de manière assez complémentaire, mais on y arrive, ça se structure. Je te laisse la main, du coup, Jules. Ouais, attends, je vais juste essayer de virer la petite barre dont parle Thomas. Voilà. Et on tient les délais, donc c'est très bien. Tu as ton quart d'heure, 20 minutes. Ok, cool. Donc, bonjour à tous, je travaille chez Pure Projet depuis 3 ans et je suis en charge de développer les filières agroalimentaires de nos clients sur le secteur France et plus généralement en climat tempéré. Petite présentation rapide de ce que c'est que Pure Projet. Nous, on existe depuis 2008. On a été fondé par Tristan Lecomte avec cette volonté justement d'intégrer l'écologie au sein des chaînes de valeur de nos clients et intégrer aussi l'humain à l'intérieur de cette écologie, puisque quand on parle de biodiversité, il ne faut pas oublier que l'humain en fait partie et que sans travail justement avec les communautés locales, notamment, que ce soit en France, au Pérou ou en Thaïlande, une transition ne peut pas se faire et donc l'homme fait bel et bien partie de ce territoire et de cette planète et il va falloir apprendre à vivre avec la nature. Donc, Pure Projet, on est dans une quarantaine de pays dans le monde. On s'est principalement développé d'abord sur des projets, effectivement, comme le disait Tim, d'agroforesterie à travers le monde où le but est justement planter des arbres au sein d'exploitations agricoles, notamment d'exploitations agricoles qui peuvent servir à nos clients comme le café, comme le cacao. Et derrière, on a développé aussi une expertise sur le carbone, notamment au Pérou avec notre projet qui s'appelle Jubilación Segura, qui est un puits de carbone naturel qui consiste à un premier cercle qui est de la conservation de forêt, un deuxième qui est de la reforestation et un troisième qui est justement mettre en place des projets d'agroforesterie pour permettre aux communautés locales de vivre et de diversifier leurs revenus pour leur éviter d'aller dans la zone de forêt de conservation. Et effectivement, derrière, on propose de vendre ces tonnes de carbone à des clients qui cherchent à faire de la compensation ou certains diront de la contribution. Donc, pour revenir à ce sujet de la biodiversité, on l'a déjà pas mal dit, mais en gros, la facture risque d'être assez solide d'ici 2050, puisque WWF a publié l'année dernière un rapport alarmant sur le fait que globalement, ce que ça va nous coûter, cette érosion de la biodiversité, c'est à peu près 500 milliards d'euros par an, de dollars par an, pardon. Et donc, on comprend assez vite que c'est notre économie qui peut être mise en question autour de ça, mais aussi notre cohésion sociale et notre survie. Tout simplement, quand on va regarder la petite rosace de droite, quelque chose d'aussi basique que la photosynthèse, l'alimentation ou, comme le disait tout à l'heure Timothée, la pollinisation, ça c'est dû à la nature, c'est grâce à la nature et c'est des services que nous rendent les écosystèmes qui sont aujourd'hui gratuits pour l'homme. Petite parenthèse sur la sémantique, quand on parle de service écosystémique, c'est une vision anthropologique, anthropocentrée, pardon, alors que normalement, d'un point de vue biologique, on parle de fonction justement écologique. Donc, c'est ni vous ni moi qui allons pouvoir avoir un véritable impact sur les écosystèmes, du moins en France. On peut planter 3 radis sur notre balcon et effectivement planter des fleurs, mais qui a un vrai impact sur notre territoire ? Notamment, ce sont les agriculteurs et les forestiers. Les agriculteurs et les forestiers regroupent à eux deux à peu près 80% en surface du territoire. Donc, on est à peu près à 54% de surface agricole utile pour les agriculteurs et il reste à peu près 25% du côté de la forêt. Donc, quand on va justement travailler chez Pure Projet avec des agriculteurs et des forestiers, on occupe une bonne partie du territoire. Et donc, quand on va conseiller et designer des projets d'agroforesterie, de forêt durable, d'agriculture durable, on se rend compte qu'on va avoir un impact assez important sur le territoire. Et donc, pendant des années, on s'est beaucoup préoccupé, pas chez Pure Projet, mais je dirais l'ensemble de l'humanité se préoccupe du climat et je trouve ça extrêmement bien. Mais effectivement, comme le disait Véronique, la sensibilisation autour de la biodiversité est à son début, c'est de mieux en mieux, mais je pense qu'on a mis 50 ans à découvrir ce que c'était que le climat et on ne comprend toujours pas, et on mettra 50 ans à découvrir ce que c'est que la biodiversité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a un climat qui est avec un réchauffement de 2 degrés, mais qu'on n'a plus de vie sur Terre, ça ne servira plus à grand-chose d'avoir un climat qui fonctionne. Donc,
chez Pure Projet, on s'est dit qu'on allait créer un collectif qui justement allait pouvoir préserver et régénérer cette biodiversité, d'une part à l'échelle des territoires et d'autre part à l'échelle des filières agricoles. Puisqu'on travaille, on est une entreprise, on n'est pas une association, donc on travaille pour des clients et on va justement régénérer certaines chaînes de valeur pour les rendre notamment résilientes vis-à-vis soit du climat, soit de la biodiversité. Et donc là, on est sur un petit focus au niveau de la France. Ce collectif, il s'appelle Ici on sème. Le but du jeu, c'est d'accélérer la résilience des territoires et des filières agricoles grâce au financement et la mise en œuvre de projets environnementaux générateurs de services écosystémiques. C'est assez dense comme explication et comme mission, mais les termes ont un sens. Quand on va travailler justement à l'échelle des territoires, c'est pour essayer de travailler avec des collectivités locales ou des acteurs, notamment par exemple du tertiaire, comme on disait tout à l'heure, pour créer des modèles économiques, on va dire, soit régénératifs, soit durables, appelons-le comme on veut, mais qui aura pour but justement d'avoir un impact à l'échelle du territoire et à l'échelle de l'entreprise qui va nous missionner pour avoir cet impact. Et ensuite, derrière, cette capacité justement à travailler au sein des filières agricoles, on travaille notamment en France sur le riz, sur le blé, sur la betterave, sur le vin, sur beaucoup d'autres filières qui font la fierté de notre petit pays. Et du coup, le but de ce collectif, c'est d'une part de réunir des agriculteurs, des forestiers, mais aussi justement des entreprises, des coopératives, des instituts scientifiques autour de ces thématiques de la biodiversité et des services écosystémiques. Et ensuite, nos deux objectifs principaux et ce qu'on fait chez Pure Projet qui sont assez différenciants, c'est cette capacité, d'une part, un peu comme tout le monde, comme beaucoup d'acteurs, à financer, donc à aller capter des financements chez des instituts privés ou publics pour mettre en œuvre ces projets générateurs de services écosystémiques, mais aussi on est en mesure de les créer. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Émile Simondon, qu'on voit à gauche sur la photo, qui lui est ingénieur agronome et à la tête d'une équipe d'ingénieurs agronomes qui sont en charge de développer les projets en accompagnant justement ces agriculteurs et ces forestiers. Donc, ce collectif, globalement, c'est un triptyque de 3 parties de personnes. On a d'un côté, effectivement, les entreprises et les collectivités qui, eux, seront les financeurs et les véritables acteurs du changement, qui seront en mesure de mettre en place, effectivement, des modèles économiques et des chaînes de valeur qu'on pourra dire régénératives, résilientes ou du moins respectueuses de la biodiversité. D'autre côté, on a nos bénéficiaires qui sont des agriculteurs et des forestiers à qui justement on va fournir un accompagnement financier et technique et qui seront en charge, eux, de mettre en œuvre les projets. C'est à la force de leurs bras qu'ils iront planter les arbres qu'on leur a financés ou à la force de leurs bras qu'ils mettront en place les couverts végétaux qu'on leur a financés. Et derrière, on s'appuie aussi sur des partenaires opérationnels et des coopératives agricoles qui sont extrêmement importantes dans ce collectif, puisque à une époque, on pensait que les coopératives pouvaient être intéressées justement pour financer la transition au sein de leur chaîne de valeur. Et en fait, elles ont souvent besoin d'un soutien de leurs clients et notamment des industriels de l'agroalimentaire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec ces coopératives au sein de leur filière, donc par exemple la filière volaille, la filière blé, pour travailler avec un nombre important d'agriculteurs et avoir cet effet levier où plutôt que travailler avec 3-4 agriculteurs répartis sur le territoire français, on va travailler au sein d'une filière avec ces coopératives. Et derrière, on a des partenaires opérationnels comme par exemple Ecodev, Bleu Blanc Rouge Biodiversité ou encore Biodivecorp qui vont nous aider d'une manière ou d'une autre au sein du collectif à apporter une expertise soit au collectif, soit justement d'une manière un peu plus précise aux bénéficiaires. Donc, la manière dont on travaille, c'est toujours la même et chez Pure Projet, c'est comme ça qu'on travaille. On va avoir ce triptyque comprendre, concevoir, valoriser avec une première partie qui consiste à aller sur le terrain pour écouter, analyser, conseiller les porteurs de projets. Donc, on va toujours travailler avec des porteurs de projets qui sont volontaires, qui ont des besoins et qui seront en mesure derrière de mettre en place les projets.
derrière, on a cette capacité du coup à concevoir les projets. Alors, on les conçoit une fois qu'on s'est engagé avec les porteurs de projets. Donc, généralement, c'est dans le cadre de conventions de partenariat avec les agriculteurs notamment. Et donc ensuite, les équipes d'Émile, donc nos ingénieurs agronomes, vont développer en fonction des besoins. On n'a pas une espèce de solution où on va dire on va planter des arbres partout en France. Le but est de répondre à un besoin à la fois du terrain et à la fois des humains qui vont le mettre en place. Et on va développer pas mal de typologies de projets, notamment autour de l'agriculture régénérative ou autour de la forêt durable. Et ensuite, dans cette partie de valorisation et d'accompagnement, on va aussi être capable d'une part, on a un engagement de suivi de 2 ans de nos projets mis en place à la fois pour accompagner le porteur de projet dans la pérennité de son projet, parce que planter des arbres, c'est une chose, mais encore faut-il qu'ils survivent. Et ensuite, derrière, notre métier, c'est aussi de savoir communiquer et de mettre en valeur les bénéfices apportés à nos clients notamment et aux clients de nos clients sur l'investissement qu'ils ont créé dans ces chaînes de valeur ou sur ces territoires. Donc, les commodités les projets qu'on est en mesure de proposer et de mettre en place aujourd'hui chez Pure Projet sur le territoire de la France sont les suivantes. On a 2 grosses parties. Une partie, c'est vraiment sur l'agriculture régénérative avec de l'animal et du végétal. Sur le végétal, on va aller investir le vertical avec de l'agroforesterie. Donc, on va planter de l'intraparcellaire, de la haie, du taillis. On va aussi proposer de l'accompagnement technique et du financement de semences, notamment pour mettre en place des couvertures végétales permanentes qui évitent de laisser les sols nus et donc de continuer à stocker du carbone notamment et à régénérer les sols. Et ensuite, derrière, on est en train de développer aussi des pratiques autour de l'élevage régénératif, notamment sur du pâturage tournant dynamique ou encore, notamment on est en train de travailler sur la faisabilité de certains projets qui ont la mise en place de cultures alternatives, notamment de légumineuses, pour réduire la proportion de tourteaux de soja dans l'alimentation animale, donc qui est souvent importée du Brésil. Et donc, à travers cette réimplantation de nourriture animale à l'échelle locale, on diminue la déforestation importée. Et ensuite, derrière, on va travailler sur une partie qui est la forêt durable. On va travailler avec des partenaires privés ou des partenaires publics. Il faut savoir que la grande majorité des forêts sont aujourd'hui privées et elles sont à 90% exploitées par l'homme, donc pour faire notamment du bois d'œuvre. Et donc, là où nous, on va travailler, c'est sur de la replantation d'arbres après justement des aléas, soit climatiques, soit des incendies, où on va proposer de la diversité d'essences et proposer justement cette capacité à régénérer un écosystème qui a été dégradé. On ne va jamais faire ce qu'on appelle de l'afforestation, ou alors très rarement, c'est-à-dire aller planter des arbres, par exemple, sur une prairie. La prairie ayant énormément d'avantages, comme le disait tout à l'heure Véronique, à la fois écosystémique, écologique et en termes de stockage de carbone, c'est assez important. Donc, aller planter des arbres en se disant on va stocker du carbone sur une prairie, c'est dégrader d'autres écosystèmes qui sont uniques. Et donc, tous ces projets-là, ils peuvent être labellisés bas carbone en fonction des méthodologies en cours, en fonction de la faisabilité et du prix. On va être en mesure justement de proposer une labellisation bas carbone. Et aujourd'hui, on a un projet sur lequel on est capable de proposer ce qu'on appelle des labels bas carbone, des unités de label bas carbone, sur un projet dans le sud de la France dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, ce collectif, l'intérêt, c'est effectivement de se réunir, d'être ensemble, de travailler ensemble sur des réflexions, de se réunir au sein d'événements publics, de conférences, un peu comme on fait aujourd'hui, et aussi d'associer sa marque à des partenaires opérationnels que je vais vous présenter tout à l'heure et qui sont assez crédibles à la fois dans le domaine de la protection de l'environnement et à la fois sur la partie agricole. Ensuite, vraiment, le but, on n'est pas une association, je le répète, on est une entreprise et du coup, notre métier, c'est d'aller investir les filières et les territoires de nos clients. Et donc, on va toujours répondre à ce triple besoin qui est celui à la fois de nos clients, celui des porteurs de projets sur le terrain et, dans la mesure du possible, effectivement, répondre aux exigences environnementales et climatiques d'un territoire. Et ensuite, derrière,
Ce qu'on souhaite proposer à travers ce collectif, c'est aussi cette partie qui va aller vers de la sensibilisation et de l'apprentissage, puisque c'est extrêmement important d'utiliser les bons mots quand on parle d'engagement écologique. C'est extrêmement important de comprendre l'impact qu'on peut avoir aussi sur sa filière ou sur son territoire. Et donc pour ça, on va proposer différents formats et notamment des immersions. Enfin, on propose déjà différents formats et notamment des immersions dans les projets que nos clients ont soutenus. Donc, petit état des lieux des partenaires opérationnels et les coopératives avec lesquelles on travaille. On travaille notamment avec Océalia, Euralis, qui est basé dans le sud-ouest, Euralis, avec qui on va travailler notamment sur toute leur filière volaille. On travaille avec Bleu Blanc Cœur, qui nous propose justement d'investir des projets, notamment d'agroforesterie au sein de leur filière animale et végétale. Et ensuite, on va aller travailler avec des partenaires un peu plus techniques ou qui vont justement nous accompagner sur certains projets comme le Conservatoire du Littoral ou la Ligue de protection des oiseaux. Et derrière, on a effectivement ces partenariats avec Bleu Blanc Rouge Biodiversité, Ecodev ou encore Biodivcorp sur différents formats comme la valorisation de ce programme à travers ce type de webinaire. Donc, je ne vais pas vous énoncer tous les projets qu'on met en place parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je ferai peut-être un focus sur certains et notamment peut-être sur… Alors, on fait effectivement de l'agroforesterie, comme je le disais, de la plantation de haies de taillis, du semi-végétal, du boisement de jachère. Et je vais faire peut-être deux petits focus sur la plantation au bord de l'eau, notamment sur ce qu'on appelle des ripisylves, avec d'une part cette volonté, quand on va parler de services écosystémiques, de mettre en valeur autre chose que le nombre d'arbres plantés. On a pas mal de clients aujourd'hui qui revendiquent uniquement le nombre d'arbres plantés. Alors c'est très bien, mais derrière, si justement on ne le met pas en parallèle avec l'impact que ça a sur le terrain, on reste juste sur des estimations quantitatives. Et le but principal de notre travail, c'est quand on plante des arbres, c'est d'avoir un impact justement sur les écosystèmes. Et donc, quand on va aller planter des arbres justement sur de la ripisylve, on va avoir des impacts à la fois sur la régulation de l'eau, sur cette notion de régulation de l'érosion, puisque à cause justement de la sécheresse et de pluies battantes assez importantes à différents épisodes de l'année, on va avoir beaucoup de fuites de matières organiques, de polluants dans les cours d'eau qui vont finir dans les océans et donc qui vont apporter beaucoup de pollution. Et donc peut-être pour illustrer ce type de projet qu'on fait sur les ripisylves, Émile travaille beaucoup sur un projet qui s'appelle le projet Live Vison, qui consiste à protéger et restructurer l'habitat de ce petit mammifère qui est le vison d'Europe. Donc vous pouvez voir sur cette cartographie qu'à une époque, il avait une niche écologique qui était quand même beaucoup plus étendue que celle qui est aujourd'hui, puisqu'on est un des seuls endroits en France, donc dans le sud-ouest de la France, à pouvoir encore se targuer de pouvoir héberger ce petit mammifère. Et donc nous, on va travailler à la fois avec la LPO, l'Europe sur le projet Live Vison et certains de nos clients à mettre en place des designs de plantation d'arbres au bord des cours d'eau pour reconstituer l'habitat de ce petit mammifère. Et donc, je parlais aussi de cette capacité qu'on avait à faire de la reforestation, notamment sur des projets de label bas carbone. Le projet, en l'occurrence, c'est le projet Valombré. Et donc, du coup, c'est après un incendie qu'on est capable, nous, de fournir un accompagnement à la fois technique et financier pour replanter des arbres avec une densité d'à peu près 850 arbres à l'hectare, avec une sélection des essences, pour à la fois avoir un impact effectivement sur certains services écosystémiques, mais aussi permettre de diversifier les revenus des forestiers, puisque derrière, effectivement, la génération d'unités de label bas carbone vont permettre à ce forestier de générer des revenus supplémentaires. Je crois que c'est tout. Véronique, si tu veux, je peux faire la conclusion et ensuite on ouvrira aux questions et aux réponses. Donc, globalement, le thème de cette conférence, c'était restaurer et préserver la biodiversité et les écosystèmes. Donc, pourquoi et comment? On ne le rappellera jamais assez. Effectivement, Véronique en parlait tout à l'heure. Il faut d'abord, alors que ce soit en carbone ou en biodiversité, c'est la même chose. Il faut d'abord connaître l'impact qu'on a effectivement sur la biodiversité et ensuite essayer de le réduire au maximum. La compensation écologique, c'est super, mais si on peut l'éviter, on n'arrivera jamais au niveau de complexité d'écosystèmes qui ont mis des centaines d'années à se mettre en place. Et donc,
Pourquoi il faut le faire? Véronique l'exposait tout à l'heure, le but c'est effectivement de répondre à des cadres réglementaires, de sécuriser ses approvisionnements, répondre à des attentes des consommateurs et rassurer les investisseurs, mais c'est aussi un patrimoine, le patrimoine du vivant qu'on a et qui a effectivement beaucoup de symbolique en fonction des pays. On va avoir par exemple le pigard à tête blanche aux États-Unis qui du jour au lendemain a été protégé parce que c'est un symbole d'un pays. On a le panda en Chine qui fait preuve de programmes de conservation absolument énormes et donc de financement énorme, alors que d'un point de vue biologique, il ne sert pas à grand-chose, le panda. Donc, on a quand même un rapport au vivant qu'il faut il faut remettre l'humain au sein de cette biodiversité, au sein de cet écosystème, pour essayer de comprendre justement qu'on fait partie de ce monde et que c'est important de le conserver. Et ensuite, comment on va faire? Là, c'est la petite partie un peu plus marketing. Effectivement, il faut connaître et réduire son impact. Donc là, il y a plein d'outils qu'on pourra vous mettre en avant à la suite de cette présentation. Et ensuite, derrière, ce qu'on va chercher à faire, c'est soit investir des aires qui sont non agricoles, type des friches, des décharges. Nous, on travaille par exemple avec des industriels qui ont des zones qui servent, qui peuvent plus utiliser pendant des années, sur lesquelles nous, on ne sera pas en mesure de planter des arbres. Et à ce moment-là, proposer justement des plantes mellifères comme le propose Bleu Blanc Rouge, pourra vraiment aider à investir ces zones qui aujourd'hui ne servent pas à grand-chose et qui peuvent être des terres d'accueil pour la biodiversité. Et ensuite, derrière, si vous voulez travailler au sein de vos filières ou au sein justement sur de la plantation de forêt, là, c'est plutôt du côté de Pure Projet qu'on pourra s'orienter. Et il y a pas mal de domaines sur lesquels on pourra se recouper et dans lesquels on pourra parler après. Et ensuite, alors, si vraiment vous avez le temps, je vous conseille vraiment ce recueil d'actions à la lumière des recommandations de l'IPBES qui a été synthétisé par la Fondation de la recherche pour la biodiversité. Je vous ai mis le lien ici. En gros, c'est 45 actions qui ont été proposées par l'IPBES et qui ont été résumées en 3 gros axes que sont nourrir l'humanité, créer des sociétés résilientes et préserver la biodiversité pour ce qu'elle est. Et donc, c'est un panel à la fois de solutions, donc d'exemples qui ont été mis en place par pas mal d'acteurs. On voit que LVMH, par exemple, travaille sur les bandes enherbées de ses vignes pour certaines de ses liqueurs. On voit justement que Solagro développe des projets d'identification, des outils d'impact sur la biodiversité. Et donc, c'est un énorme recueil d'inspiration et de solutions que je pense que tout le monde devrait lire un petit peu parce que c'est hyper utile. Donc, voilà, je pense que j'ai terminé. Ouais, j'ajouterais juste pour rebondir sur effectivement les guides, les outils qui sont disponibles. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. C'est la CPME qui vient d'en sortir également. On parle toujours des grands groupes, des grandes entreprises, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier les PME. Donc, certaines ont déjà développé des actions en matière de biodiversité. Et pour celles qui aujourd'hui s'interrogent et se disent, mais est-ce que moi aussi je peux le faire? Est-ce que c'est uniquement un sujet pour les grands groupes? Bien évidemment, la réponse est non. Et donc, il y a des outils qui sont aujourd'hui proposés à ces structures plus petites pour elles aussi intégrer sérieusement ce sujet dans leurs activités. Parfait. Alors, on a quelques questions, donc je les prends dans l'ordre qui m'apparaissent. Quel process pour sélectionner les sites de reforestation? Peut-être plutôt pour projet, Jules, Émile. Je vais peut-être même passer la parole à Émile, si tu es là, Émile, parce que c'est lui qui généralement va au contact des porteurs de projets et qui sélectionne. Ouais, peut-être les quelques grandes étapes pour arriver justement à sélectionner les sites, comment vous faites? Ça commence d'abord par une prise de contact par le porteur de projet lui-même. Donc, généralement, c'est nos réseaux de précédents porteurs de projets qui, par bouche à oreille, font connaître à des propriétaires forestiers la possibilité de se faire accompagner par nous. Et donc, après, les motivations de la prise de contact peuvent être très différentes, mais la majorité du temps, ceux qui nous contactent sont des propriétaires forestiers qui n'ont pas l'habitude d'exploiter leur forêt, qui ont hérité d'une forêt, qui l'ont, entre guillemets, entretenue parce qu'ils en ont hérité et elle a une valeur pour eux. Souvent une valeur plutôt, j'ai envie de dire,
émotionnelle plus que pécuniaire et qui a subi en fait des dégâts. Par exemple, on peut avoir des dépérissements liés au changement climatique. Certains massifs aujourd'hui forestiers dépérissent parce que les arbres qui poussent ne sont plus adaptés aux conditions actuelles. On peut avoir des incendies, on peut avoir des maladies, notamment dans le nord et dans le Grand Est de la France. Il y a des boisements complets qui sont en train de dépérir à cause de différentes maladies. On entend beaucoup parler des scolites, etc. Et donc voilà, donc quand c'est ce type de projet, bah, on les accompagne parce que c'est typiquement le type de projet qu'on cherche à mettre en place, qui sont de la reconstitution de forêts dégradées. Et parfois, on peut aussi avoir des agriculteurs ou des forestiers qui nous contactent parce qu'ils ont des boisements, non, parce qu'ils ont des parcelles qui ne sont plus valorisées par l'agriculture parce qu'en fait, elles ne sont pas assez productives, elles sont en train de se refermer, elles sont sur des zones voilà, qui ne les intéressent pas plus que ça, et ils ont envie d'y mettre un boisement. Donc là, c'est ce que disait Jules tout à l'heure, c'est de la forestation. Et dans ces cas-là, on va être beaucoup plus prudent, c'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'on n'est pas sur des zones à enjeu fort biodiversité. Donc, ça peut être des zones humides qui ont vraiment une flore très particulière et intéressante, ou même parfois, on parle beaucoup des zones humides, mais des prairies sèches, plutôt des zones sèches, qui peuvent être des zones où il y a très peu de terre, qui sont également très intéressantes pour la flore et pour la biodiversité, avec tout un tas d'orchidées françaises qui y poussent, etc. Donc quand on est sur ce type de projet, souvent on va plutôt préconiser de ne pas planter et du coup repartir à la recherche d'autres porteurs de projets. Voilà. Merci Émile. On a des questions sur les financements. Donc, est-ce que les financements privés sont-ils seulement apportés par les entreprises agroalimentaires concernées ou également des institutions financières ou fonds d'investissement? Alors moi, je réponds sur la partie en amont, là, mais je pense que la question est plutôt destinée à Pur Projet. Mais en tout cas, nous sur les projets, c'est des sols dégradés historiquement. Donc là, on peut citer des clients hein, comme EDF, Énergie Renouvelable, ou Reden Solar sur des sujets de fermes photovoltaïques où l'idée, c'est aussi d'avoir des coactivités. Donc là, ce n'est pas forcément que des gens dans l'agroalimentaire. Pour Pur Projet. Ouais, et nous, chez Pur Projet, c'est un peu pareil. En fait, on est divisé en 4 types d'équipes. Donc, on a une équipe qui est industrie et services, une autre qui est effectivement agroalimentaire, et on a 2 autres qui sont sur le textile, le luxe, et encore une dernière sur les cosmétiques et les parfums. Et donc, toutes ces typologies d'entreprises ont une capacité à agir sur le territoire, sur la biodiversité au sein de certaines filières. Et effectivement, bon, on travaille beaucoup avec des acteurs de l'agroalimentaire qui vont chercher par une vision de leur impact important à la fois carbone et biodiversité sur l'amont agricole de leur chaîne de valeur, mais on va aussi pouvoir aller proposer par exemple à des banques, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une grosse tendance à remettre en question les investissements de certaines banques, et du coup les clients cherchent à investir dans d'autres choses, et à ce moment-là, on sera en mesure de proposer des produits justement durables à ces banques pour mettre en place des projets de reforestation, d'agroforesterie, d'agriculture régénérative sur le territoire français ou ailleurs. Et je pense que, Jules, ça fait lien aussi à une question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce que toutes les entreprises, est-ce que les entreprises du tertiaire ont un impact, etc. En réalité, aujourd'hui, on travaille avec toutes les entreprises parce que toutes ont une raison d'avoir envie de travailler sur ce type de projet. On a parfois des TPE ou des PME où elles vont avoir envie de travailler parce que tout simplement leurs dirigeants ou certaines personnes de l'entreprise ont envie personnellement d'adresser ces sujets sur leur territoire, même s'ils n'ont pas de filière liée. À côté de chez eux, ils ont vu qu'il y avait une forêt dégradée qu'ils ont vue depuis qu'ils sont petits. Ils considèrent que leur activité peut générer un profit qui peut être source de solution pour ces enjeux-là, et du coup, ils vont demander à participer. Donc, en effet, on a des clients de tous les secteurs et de toutes les tailles qui participent à nos projets. Ok, merci. Comment peut-on mesurer notre impact général lorsqu'on ne connaît que le nombre d'arbres plantés justement? On pourrait faire une thèse sur cette question, je pense. Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
Bah, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que de compter uniquement les arbres, enfin moi je l'interprète comme ça, mais si on fait que compter les arbres, c'est compliqué d'avoir justement une connaissance peut-être un peu plus globale des réels impacts en fait associés à ces sujets de plantation. Ouais. Émile, tu as l'air d'être chaud sur la réponse là. Je suis chaud. Non, c'est que, en fait, en effet, avec Jules, on a parlé plutôt d'identification des impacts jusque maintenant, en tout cas dans Ici en SEM. On identifie quels sont les impacts qu'auront nos différents projets, mais on n'a pas parlé de mesure de ces impacts. Alors, sur le carbone, c'est simple, on sait le faire. Parce qu'on a beaucoup d'outils, on a beaucoup travaillé dessus depuis longtemps. Et quand je dis on, c'est pas que Pur Projet, hein, c'est beaucoup de structures. Donc c'est simple, c'est simple, c'est un grand mot, mais voilà, on a des outils pour le faire. Tous les autres compartiments, c'est plus compliqué. Véronique a donné quelques exemples tout à l'heure, je dirais, de monétisation de certains services, où on va pouvoir donner une valeur à certains services. Mais dès qu'il s'agit de dire, bah, si je plante un arbre, je vais avoir tant de vers de terre en plus, là, on rentre dans des choses beaucoup plus complexes, surtout quand on parle de l'échelle du projet. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions qui permettent de mesurer de manière holistique tous les impacts d'un projet qui soit plutôt bon marché, pour le dire comme ça. En revanche, il existe des solutions qui peuvent venir toucher certains compartiments, certains impacts pour les suivre et les mesurer. Et il y a de plus en plus de solutions, entre guillemets, technologiques qui nous permettront demain un peu d'industrialiser ces suivis. On peut penser à des techniques comme l'ADN environnemental, qui sont des techniques d'analyse, par exemple, dans l'eau, des échantillons d'ADN qu'on va retrouver pour pouvoir dire quelles sont les populations en présence. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui commencent à arriver. Et sinon, de manière beaucoup plus pratico-pratique, chez Pur Projet, nous, on a lancé des suivis, mais ça veut dire que pour dire on a tel impact sur tel compartiment, on va aller dans une parcelle où on a planté et on va aller tous les 2 ans faire un comptage de vers de terre, faire des analyses du taux de matière organique des sols, etc. etc. Donc, c'est des super méthodologies construites avec des instituts techniques, des écoles d'ingénieurs en agriculture, etc. Mais qui, du coup, coûtent relativement cher encore aujourd'hui. Et si on voulait les appliquer à tous les projets dans toutes les zones où on est présent, coûterait certainement même plus cher que la mise en place du projet lui-même. Donc voilà, c'est un super sujet, très intéressant, mais encore parfois compliqué à adresser. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre de plus en plus dans l'esprit de nos clients. C'est effectivement, c'est bien de planter des arbres, mais derrière, il faut mesurer l'impact. Et le plus difficile, en fait, c'est que quand on commence à se lancer dans une démarche environnementale, on a tout de suite envie soit de planter des arbres, soit d'investir des projets. Et on ne met pas forcément de ressources dans l'étude d'impact au départ. Et du coup, le T0 du projet est assez difficile à suivre quand, au bout de 5 ans de collaboration, on a envie de savoir depuis le début qu'est-ce qui s'est passé au niveau des écosystèmes. Je rajouterais, effectivement, c'est difficile aujourd'hui de mesurer et de quantifier les impacts au niveau d'un projet. Il y a des protocoles scientifiques qui peuvent être élaborés, mais c'est long et ça peut effectivement décourager certains. Par contre, ce que l'on observe quand on compare par rapport au carbone, où on peut mesurer l'empreinte carbone d'une activité, d'une entreprise sur toute la chaîne de valeur, on commence aujourd'hui à avoir des outils qui permettent de faire la même chose en matière de biodiversité. Dans le chat, j'ai parlé du GBS qui a été développé par la CDC Biodiversité. Il y a d'autres outils similaires qui sont en cours de développement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire comme avec le carbone. Je suis une entreprise du secteur agroalimentaire. Je peux aujourd'hui mesurer mon empreinte biodiversité sur toute ma chaîne de valeur. Aujourd'hui, ça, c'est possible. Donc, moi, j'entends des entreprises encore me dire « mais moi, j'ai du mal à traiter le sujet de la biodiversité parce que je ne peux pas quantifier ». Aujourd'hui, c'est plus vrai. Voilà, c'est plus un argument. Il y a de moins en moins d'arguments aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle qui permettent de dire aux entreprises « c'est pas possible de traiter le sujet de la biodiversité ». Tous les jours, les arguments tombent les uns après les autres. Et ça, c'est une super nouvelle. Alors effectivement, comme le disait Émile, c'est peut-être pour certains considéré comme pas bon marché, ce qui explique peut-être
Voilà, le manque de déploiement. On voit bien que les entreprises ont du mal à mettre des budgets de manière générale sur la RSE, le développement durable, le carbone ou la biodiversité, en mettre des budgets notables comparés à leurs enjeux. Alors, je vais m'attribuer cette question-réponse puisque du coup, elle est assez longue et elle concerne un sujet qu'on a beaucoup traité chez Ecodev. Timothée, je suis désolé, juste, je te coupe 2 secondes pour préciser parce Allez-y. que, en fait, dans le suivi d'impact, il y a 2 sujets différents et je pense que c'est là que c'est important de le préciser. Il y a le suivi de l'impact du projet mis en place et c'est à cette question que je répondais. Donc, comment suivre l'impact de l'arbre que j'ai planté ou de la prairie mellifère que j'ai semée sur la biodiversité. Et puis, il y a l'évaluation de l'impact de mon activité sur la biodiversité et qui est plutôt la réponse de Véronique. Et en effet, sur ce point-là, on a aujourd'hui des outils qui permettent aux entreprises de faire un état des lieux et d'identifier les leviers d'action. Voilà. Merci Émile pour la précision. Alors, je vais essayer de faire très court et on va probablement essayer de traiter là en version très rapide les questions pour finir le webinaire. Donc, une petite question sur les pollinisateurs. Aujourd'hui en France, une ville particulièrement zone d'activité tertiaire, on voit apparaître beaucoup de ruches, donc à abeilles domestiques qui font du miel, mais des articles et études montrent qu'il y a une concurrence entre abeilles domestiques et abeilles sauvages. Que doit-on faire? Mettre des ruches, mettre des hôtels à insectes? Y a-t-il un réel problème de concurrence entre les insectes? Alors, souvent, moi, j'ai tendance à dire qu'on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concurrence peut arriver, peut exister. Effectivement, vous avez des scientifiques qui vont vous dire sur des sols ou des espaces artificialisés, dégradés, il ne faut pas mettre plus de 3 ruches par hectare, parce que sinon, on peut avoir une concurrence. Après, il faut savoir quel type d'insectes on a déjà. En ville, bon, c'est quand même beaucoup dégradé, donc finalement, la concurrence est déjà historiquement existante, même avec ou sans abeilles domestiques, puisqu'en fait, l'alimentation est très rare, en fait, pour beaucoup d'espaces. Donc, on peut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence aujourd'hui, oui, pour certains cas, parce qu'il manque tout simplement de la nourriture. Mais on peut illustrer, vous prenez des prairies en Normandie ou des zones qui sont considérées à préserver extrêmement sauvages, qui étaient historiquement des forêts qu'on a transformées en prairies, et on y met des fois 200-300 ruches sur un espace. Et là, ça pose aucun problème de dire, tiens, il y a des hectares finalement inondés d'abeilles domestiques, et ça fait des dizaines, des décennies que c'est le cas. Donc en fait, on peut rentrer dans la polémique, mais je pense que le sujet pour se tirer un peu vers le haut, c'est de dire comment on fait pour que cette compétition soit minimisée. Et en fait, il faut redonner de la nourriture, il faut régénérer ces écosystèmes, et on n'aura plus ce débat parce qu'on peut rentrer dans la compétition, mais moi j'ai tendance à dire il n'y a pas une fleur qui vaut mieux que l'autre, il n'y a pas un insecte qui vaut plus que l'autre, donc pourquoi dire celui-ci il est mieux que l'autre ou il est en concurrence? Enfin voilà, de manière philosophique, c'est un sujet qui est compliqué, qui amène à la polémique et à cloisonner. Alors que là, nos métiers, comme vous l'avez vu, c'est de décloisonner autant que possible. Donc, il ne faut pas nier le fait que ça peut avoir des impacts négatifs. Donc, il faut bien regarder ce qu'on fait, mesurer, être transparent et pas y aller comme ça, les yeux fermés, sans challenger, bien évidemment. Mais il faut avoir une démarche plus globale. Sinon, effectivement, on rentre dans des débats qu'on considère quand même un peu, qui nous tire plutôt vers le bas. Je fais vite fait les questions-réponses. Je vois que Thomas s'affiche, donc il veut couper tout ça. Quelle est la durée moyenne de vos projets entre la phase de lancement, discussion, aboutissement des périmètres, exploration des terrains? Pourriez-vous me donner quelques exemples? Nous, on peut dire que les études, c'est quoi? 1, 2 mois, et puis après, jusqu'à réalisation, 3, 4, 5 mois, et puis après, il y a le suivi. Jules? Nous, c'est pareil. Là, un exemple assez concret, c'est 2 mois de diagnostic de la filière. Et ensuite, à peu près 1 an à 1 an et demi de mise en place du projet. Il faut savoir que les arbres sont plantés en hiver et donc on vit au rythme de la nature. Donc, on a beau avoir signé un très beau contrat, les arbres, on ne pourra pas les planter avant novembre et on ne pourra pas les planter après mars. Pareil sur la partie petite fleur, on va dire. Avez-vous des projets, alors je la trouve géniale cette question, avez-vous des projets autour de la mycologie? Non, il y a des techniques de projets, notamment en Amérique du Sud, autour de ça. Non, je ne crois pas qu'on en fasse. Mais bon, quand on va planter des arbres ou faire du couvert végétal, ça bouge en dessous. Et donc, j'imagine qu'il y a des champignons et des bactéries qui bossent pour ça. Ouais, j'ai envie de dire que tous nos projets sont sur la mycologie. Ah. Planter des arbres, semer des couverts, c'est favoriser la vie du sol. Et la vie du sol, c'est en grande partie la vie fongique. Et tous les rôles que la vie fongique va rendre pour la fertilité des cultures qu'on va pouvoir mettre au-dessus, ou enfin, tout simplement pour produire des champignons. Et puis au-delà de ça, parfois, on a des projets liés aux truffes. Là, c'est beaucoup plus pratico-pratique. Mais voilà,
tous nos projets sont en lien avec les champignons. Peut-être question à Véronique. Comment se situe la France en matière de préservation de la biodiversité par rapport aux autres pays européens? Est-elle plutôt en avance, motrice, innovante ou bien à la traîne? On va éviter le French bashing. Moi, j'aime pas trop ça. On n'est pas à la traîne. J'ai envie de dire qu'on est plutôt dans les bons élèves. Alors, il y a 30% quand même du territoire qui est pratiquement sous zone protégée. Donc, c'est pas si mal si on regarde ça par rapport notamment aux objectifs, aux nouveaux objectifs internationaux qui vont être fixés en Chine. Il y a pas mal de choses alors que l'on ne voit pas qui sont effectivement plutôt orientées sur les départements d'outre-mer. Donc, c'est peut-être pas visible en métropole. Maintenant, voilà, oui, bien sûr, on peut faire mieux. La particularité de la France, c'est que le poids de l'agriculture, on en a parlé tout à l'heure, le poids de l'agriculture, effectivement, en France, est très important. C'est reconnu comme la principale cause d'érosion. Donc, il y a effectivement beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Ça prend du temps, c'est lent. On va éviter aussi le bashing de l'agriculture. Il faut saluer des initiatives qui sont portées par des agriculteurs aujourd'hui, des exploitants courageux qui se battent tous les jours. Donc, c'est là effectivement où peut-être nos gouvernants devraient être beaucoup plus à leur côté, les écouter, les aider. C'est ça. Je pense qu'en fait, la lutte contre l'érosion de la biodiversité, elle ne se joue pas uniquement sur le terrain vraiment de l'écologie. On a des gens formidables qui font ça tous les jours depuis des années. Il faut aujourd'hui effectivement aider, accompagner les forestiers, les agriculteurs. C'est ce que disait tout à l'heure pour Pure Projet. Les enjeux dans notre pays se jouent plutôt ici. Il y a une question plutôt remarque sur les hôtels à insectes, nichoirs, etc. Est-ce que c'est pédagogique, utile, etc. Alors moi, je peux témoigner, effectivement, c'est extrêmement utile. Il y a vraiment une crise du logement. Donc, il faut par contre savoir mettre les bons aménagements au bon endroit et les entretenir. Puisqu'en fait, tous ces aménagements s'entretiennent comme nos forêts, comme nos prairies. Et c'est vrai qu'on a un manque de compétences. Donc, à un moment donné, si c'est mal entretenu, on a des dérives sanitaires liées aux parasites, à des maladies diverses et variées. Voilà, mais ça, c'est un vrai sujet de culture. J'ai lu souvent cet exemple avec un gestionnaire d'un parc assez ancien qui disait, mais en fait, quand j'étais gamin, on mettait toujours une botte de foin au milieu de l'étang. Ça permettait finalement à des mouches, parce qu'il y avait des animaux morts, de nicher. Ça créait, on va dire, un écosystème. Aujourd'hui, plus personne va s'embêter à aller mettre sa botte de foin régulièrement pour recréer des petits habitats pour nos insectes, nos bactéries, et donc du coup il voyait décliner un certain nombre d'animaux dans son parc. Donc voilà, on voit qu'on a perdu une partie de cette connaissance qu'il faut retrouver. La typologie d'entreprise du paysage rentre-t-elle dans votre typologie de clients? Plutôt partenaires, fournisseurs, sous-traitants, s'ils respectent bien le cahier des charges, parce qu'ils ont les paysagistes évoluent, mais c'est vrai qu'historiquement ils partent de loin pour certains, en tout cas sur nos sujets de biodiversité, hein, c'est trop critique. Ce n'était pas leur formation initiale, comme nos agriculteurs, on va dire, peut-être. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Voyez-vous la communication que vous faites, des actions que vous menez avec les entreprises collectives comme du marketing green ou une véritable communication d'engagement RSE? Alors, moi, j'ai tendance à dire toute la communication sur ces sujets, elle est quelque part au détriment d'autres communications. Donc, il vaut mieux traiter ces sujets que d'autres, peut-être. Donc moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Après clairement il faut un alignement, une intégrité et puis être quand même sensé, c'est-à-dire que planter 10 arbres quand on est une boîte du CAC 40 et faire une communication dessus, on sait très bien que là on peut arriver sur du marketing plus que de la raison, mais bon, moi je ne rentre pas trop dans ces débats de green marketing là. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Il en reste quelques-unes. Je compléterai sur ces histoires-là. Typiquement, les projets sur lesquels on travaille actuellement dans le cadre de BBR Biodiversité, je parlais tout à l'heure de mesures additionnelles. Nous, on est effectivement très vigilants et ce qu'on regarde, c'est qu'en premier lieu, le client, l'entreprise a déjà mis en œuvre toutes les solutions réglementaires obligatoires pour réduire, pour éviter, réduire, voire compenser ces impacts. Donc, c'est là effectivement qu'on pourrait tomber dans le piège du greenwashing en disant finalement on plante des petites fleurs et on se donne bonne conscience. Donc nous, c'est pas du tout effectivement comme ça qu'il y a des discussions et on vérifie
quand Timothée disait qu'on s'appuyait sur des études déjà existantes, on va regarder déjà effectivement toutes les mesures qui ont été prévues pour réduire au maximum les impacts du projet. J'ai envie de dire, nous, on arrive après. Voilà. Donc, il n'y a pas de, voilà, il faut pas mélanger effectivement la partie vraiment réglementaire obligatoire de ce que l'on peut faire en plus pour la biodiversité. Allez, 4 minutes et on clôture. Enfin, on ferme les fenêtres. Hein. Vous avez évoqué que la filière vin a travaillé sur la biodiversité, que c'est-il des supports d'information, bonnes pratiques à destination des acteurs de cette filière. J'encourage Linda à contacter directement Pure Projet. Il y aura parce qu'on va en parler longtemps. Voilà, merci. On en parlait tout à l'heure. Voilà, en essayant de monétiser les services de chaque espèce, n'avez-vous pas peur que les investissements soient orientés vers les espèces les plus rentables au détriment d'autres espèces moins rentables ou pour lesquelles il est très difficile d'évaluer clairement? Après, bon, comme le disait Véronique, c'est un outil parmi tant d'autres pour arriver à faire prendre conscience de ces acteurs qu'il y a un sujet. Mais là, il y a un risque, effectivement, mais c'est un sujet dont on peut parler effectivement pendant des heures. Il faut le prendre, ce risque, sinon, de toute manière, il ne se passera rien, je pense. En tout cas, et j'ai l'impression, sinon, agriculture est évoquée, certes, mais quid de l'urbanisme et du ralentissement de la prédation des sols, expérience, reconquête, etc. Effectivement, c'est un des sujets quand même majeurs sur nos sujets de biodiversité et d'appauvrissement. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Biodiversité et agricole, hein. L'urbanisation menace aussi les terres agricoles. On met du béton sur des zones riches et du coup, c'est pas cool non plus pour notre alimentation. Ouais. On peut positiver puisqu'il y a une actu l'année dernière qui m'a fait fortement plaisir, qui était le bashing de Europa City, donc ce projet qui du coup devait prendre un certain nombre de terres agricoles qui n'aura pas lieu. Et ce matin, j'ai vu que du coup l'État avait annoncé l'arrêt aussi de l'extension de l'aéroport Roissy, qui aussi pouvait prendre un peu de parcelles sur des zones nature ou agricoles. Donc on voit que la réglementation et nos pouvoirs publics commence à comprendre. Et c'était bien cité dans l'article que c'était un projet du monde d'avant ou un projet trop, on va dire, bancal par rapport à nos enjeux actuels. Donc, on va dire que ça, c'est quand même des notes positives. Donc, 28, je sais pas je vous laisse peut-être le mot de clôture. Thomas, je vois que tu patientes sagement, donc merci de cette tolérance. Mais comme on était encore une centaine là, et qu'on est tous emballés. En tout cas, moi, je suis ravi, merci, c'était très chouette. Je vous laisse un mot de clôture et Thomas, la fin de ce webinaire. Ouais, nous aussi, on est super contents de pouvoir d'avoir pu parler à tout le monde. Ce collectif, on le lance en mars, le jour du printemps. Donc, venez semer avec nous. Je vous assure qu'on va bien s'amuser. Alors moi, le mot de conclusion dans mon engagement dans BBR Biodiversité, c'est pour moi, on va dire, une vraie bouffée d'oxygène, puisque l'essentiel de mon activité, et ça c'est passionnant, hein, c'est effectivement d'expliquer, d'accompagner les entreprises, comprendre leur lien avec la biodiversité et établir des feuilles de route. Mais avec BBR Biodiversité, moi, ça me permet d'aller jusqu'au bout de la route, justement, c'est d'aller sur le terrain. Donc, d'avoir ce rôle, effectivement, cette casquette d'opérateur, j'ai envie de dire, c'est quand même drôlement sympa. J'ai droit aussi à un mot de la fin. Oui, super. Non, moi, un petit mot. Je pense que ce qui est fort dans tous ces projets qu'on vous a présentés, c'est le lien humain avec les porteurs de projets, que ce soit les propriétaires de zones industrielles ou les agriculteurs ou les forestiers. C'est la force de mon métier, je dirais le plus beau côté de mon métier, c'est de pouvoir être en interaction avec ces agriculteurs, avec ces forestiers, toutes ces personnes qui ont déjà tellement de travail, mais qui, quand on leur dit est-ce que vous avez envie de travailler avec nous pour protéger les pollinisateurs, etc., disent ah ben oui, et puis en plus, si je peux rendre le paysage plus beau, c'est avec plaisir. Donc voilà, si vous participez à ce genre de projet, c'est aussi pour aider ces personnes, ces belles personnes qui travaillent tous les jours comme des fous pour vivre, mais aussi pour nous faire vivre, quoi. Donc voilà.